Merci Gilles de m'avoir proposé de faire cet exposé. Bon, ça va changer un petit peu de sphère. Là, moi, je vais être très, très pratique et pragmatique. Et donc, je vais vous proposer un raisonnement, en fait. Et donc, on part d'un cas clinique. Une femme de 79 ans, qui est hyper tendue, qui a fait, a priori, un AIT 5 ans auparavant. Elle aurait fait un épisode d'aphasie de 15 minutes et l'IRM aurait été normal. On la voit, elle a un traitement athénolol, indapamide, aspirine, et elle a fait, la veille de son hospitalisation, un épisode de déficit du côté gauche qu'elle conserve, et un déficit modéré qu'on cote avec un score NIH, qui est un score neurologique à 6. Ce qui est intéressant de voir sur cette... alors, est-ce que c'est la flèche, ça? Non, c'est pas la flèche. Voilà. Donc, on fait une IRM à nos patients qui ont fait un AVC, un déficit brutal, et donc sur la séquence en diffusion, on voit la lésion ischémique récente, et sur une autre séquence qui est intéressante pour nous, qui est la séquence flair, on voit contralatéral une séquelle d'un accident. Alors, est-ce que c'est l'accident survenu 5 ans auparavant, ou est-ce que c'est un accident qui s'est produit dans l'intervalle de temps? Difficile à dire. En tout cas, on a deux lésions ischémiques récentes, anciennes, et très corticales, sans pathologie des petites artères. On regarde ensuite sur un angioscanner l'état vasculaire aortique, cervical et intracrânien, pour se rendre compte qu'il n'y a pas de pathologie aortique majeure, il y a quelques calcifications au niveau des siphons carotidiens, au niveau des bulbes, mais sur des plaques qui sont non sténosantes, et pas d'athérome intracrânien. On continue à avancer. Le CG est sinusal. Elle va être suivie pendant 5 jours dans le secteur de soins intensifs, scopée, sans trouble du rythme, une biologie relativement dans la norme, une glycémie un petit peu limite, NT-proBNP dans la fourchette haute, et une échographie cardiaque qui, là aussi, montre une légère hypertrophie, un volume de l'oreillette gauche qui est à la limite, là encore, dans la norme, mais haute. Et puis, cette femme-là a un Holter de 72 heures, et donc vous voyez qu'elle a quelques salves d'extrasystole, mais sans passage en FA documenté. Voilà, donc ça c'est le bilan diagnostique, et donc maintenant la stratégie est celle de la prévention. Donc si on fait la synthèse, on a un contexte athéromateux, on a des plaques calcifiées mais non sténosantes, on a des facteurs de risque qui ne sont pas parfaitement contrôlés, elle n'a pas de statine, on peut sûrement faire mieux, mais on a surtout une forte suspicion de pathologie cardio-embolique, puisqu'on a 2 accidents ischémiques qui sont tous les 2 dans les territoires corticaux, une récidive sous traitement antiagrégant plaquettaire, une hyper-excitabilité auriculaire et un score de Schatz-Vas qui est à 6. Mais on n'a pas enregistré de FA après 5 jours en phase aiguë et après un Holter de 3 jours. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'anticoagule ou pas? Alors j'avais posé la question à Gilles qui ne se pose aucune question sur la conduite à tenir, mais ce n'est pas si simple que ça. Donc dans le raisonnement neurologique, c'est un petit peu plus compliqué, si je peux me permettre, que le raisonnement cardiologique sur la pathologie ischémique, puisqu'on a plusieurs types de pathologies. Quand on parle d'AVC ischémique, eh bien, ça se sépare en origine athéromateuse, origine cardio-embolique, les infarctus lacunaires qui sont les pathologies résultant des infarctus de petites artères perforantes, les autres causes, dissection, vascularité, etc., qui sont plus rares, et puis cryptogénique, je vais y revenir. Donc là, notre patiente, elle n'a pas de pathologie athéroscléreuse significative, parce qu'il n'y a pas de sténose supérieure à 50%, elle n'a pas de pathologie cardio-embolique réellement identifiée, elle n'est clairement pas lacunaire, elle n'a pas d'autres causes identifiées, donc elle est cryptogénique. Mais cryptogénique, ça veut dire quoi? Cryptogénique, c'est soit on n'a pas identifié de cause. Pas identifié de cause, c'est vraiment l'AVC du sujet jeune, le gars de 30 ans, 40 ans qui fait un AVC et qui a strictement pas de pathologie, enfin, pas de surcharge athéromateuse, etc. Là, c'est pas exactement ça. Elle n'a pas plusieurs causes, il n'y a pas de cause athéromateuse ni cardio-embolique identifiée, et elle a un bilan qui est complet. Donc, où est-ce qu'on la met? Et puis derrière, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour répondre à cette question, en fait, donc la définition, c'est un infarctus cérébral d'allure embolique, mais d'origine non déterminée. On peut même rajouter que c'est une récidive d'infarctus cérébral d'allure embolique, mais d'origine non déterminée. Et en fait, pour nous aider à raisonner, il y a un concept qui a été mis en place, proposé en 2014, et qui répond bien à ça, qui est l'embolic strokes of undetermined source, c'est-à-dire, voilà, la personne a fait un AVC, mais on ne sait pas d'où ça vient, on n'a pas identifié la cause.
Donc, les ESUS, l'acronyme de ces embolic strokes, c'est, ben voilà, en fait, on définit ce que ça n'est pas. Donc, ça n'est pas un infarctus lacunaire, ça n'est pas un infarctus en lien avec une pathologie athéromateuse significative, ça n'est pas une pathologie cardio-embolique identifiée à haut risque, et il n'y a pas d'autre cause d'infarctus. Et donc, il y a une évaluation diagnostique qui est celle que je vous ai présentée en gros, une imagerie cérébrale, une imagerie vasculaire, un électrocardiogramme, un Holter d'au moins 24 heures, une échographie cardiaque transthoracique. Et donc, si on regarde en pratique dans notre population, ces ESUS répondent à peu près 20% de nos AVC ischémiques, et aujourd'hui, 90% d'entre eux sont traités par antiagrégants, avec un risque de récidive qui est assez élevé, puisqu'on est de l'ordre de 4 à 5% par an. Bon, vous voyez bien où je veux vous amener. On est donc sur une population avec une hypothèse d'une source cardio-embolique non identifiée, et donc la question... Alors, si. La même année, en plus, en 2014, étaient publiées 2 études que vous connaissez peut-être, qui sont Crystal AF et Embrace, où on recherchait, en se donnant les moyens de rechercher une EFA paroxystique, donc on recherchait dans une population d'infarctus cryptogénique par rapport à un dépistage de FA standard, un dépistage de FA par des moyens plus élaborés, soit un monitoring implanté, soit un monitoring externe de 4 semaines. Et en fait, ce qu'on se rendait compte, c'est que dans cette population de fibrillation d'infarctus cryptogénique sans FA identifié, quand on se donne les moyens, eh bien on identifie de la FA jusqu'à 15%. Alors, dans nos ESUS, la question c'est, est-ce que les anticoagulants ne feraient pas mieux que l'aspirine, ce qu'on fait? Donc c'est une bonne question, et on a des éléments de réponse, puisqu'on a 2 études qui sont des grosses études, 7200 dans l'une et 5300 dans l'autre. Navigate avec le rivaroxaban et Respect ESUS avec le dabigatran. Navigate 15 mg versus aspirine 100, Respect dabigatran 150 versus aspirine 100, avec un critère de jugement principal qui est une récidive embolique et un suivi médian, vous allez voir tout de suite pourquoi, dans Navigate, qui n'est que de 11 mois. Eh bien, parce que l'étude a été arrêtée avant terme pour futilité. Donc, vous voyez, au terme de l'étude, on n'a pas de bénéfice du traitement anticoagulant. Par contre, clairement, avec le rivaroxaban, on a un risque hémorragique qui est bien plus important, qui est multiplié par 2,5 quasiment, par rapport à l'aspirine. L'étude Respect avec le dabigatran, pareil, pas de bénéfice du traitement anticoagulant par rapport au traitement antiagrégant plaquettaire, et avec le dabigatran, pas de surrisque hémorragique dans cette population. Je vois la déception sur vos visages. Donc, infarctus d'allure embolique, pas de bénéfice du traitement anticoagulant, alors que quand on a des patients avec une EFA identifiée, on est extrêmement efficace avec les traitements anticoagulants. Donc, ESUS, un beau concept, mais finalement, on pensait avoir sélectionné une population à haut risque de FA, eh bien, ça n'est pas le cas. Et dans Navigate et dans Respect, sur des patients qui ont été suivis, alors, le diagnostic de FA était clinique, hein, ce n'est pas des patients qui ont été monitorés, mais en continu, mais vous voyez, on est à moins de 10% de patients qui vont développer une fibrillation atriale. Donc, l'idée derrière, c'est pas avoir simplement des ESUS, mais des ESUS plus, c'est-à-dire des patients qui auront un infarctus cérébral d'allure embolique, mais avec en plus des facteurs de risque de fibrillation atriale, pour revoir s'il y a un intérêt des anticoagulants par rapport aux antiagrégants. Alors, je suis désolé pour cette diapositive avec un commentaire de neurologue. Ce que je voulais exprimer, c'est que la fibrillation atriale résulte de facteurs individuels, intrinsèques, et l'AFA va s'exprimer selon un environnement, selon des facteurs environnementaux. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on connaît de nombreux facteurs prédictifs de la fibrillation atriale, des facteurs cliniques, morphologiques, électrophysiologiques, biologiques, génétiques. Et en fait, on va pouvoir les utiliser pour extraire une population qui va être à plus haut risque. Exemple des scores prédictifs de survenue de FA après un AVC, et à la différence de ce que disait Guillaume, pas de facteur de risque d'embolie après après la découverte d'une fibrillation atriale. Si on l'utilise dans l'autre sens, c'est hyper intéressant. Donc il y a plus de scores prédictifs de survenue de FA après un AVC. Donc Schatzvask, voilà, le plus connu, eh ben, on a des courbes qui sont aussi très comparables, c'est-à-dire des patients qui ont un infarctus cryptogénique
on les surveille, et plus leur score Schatz-Vasque est élevé, et plus on va voir apparaître une fibrillation atriale. Ce qui n'est pas très étonnant. Enfin, que ce soit score Schatz ou Schatz-Vasque, c'est très joli. Alors, dans Navigate, on a regardé comme ça des sous-groupes de population, donc on est dans l'analyse de sous-groupes, on est d'accord, sur des critères cliniques. Le score AVOC, par exemple, qui est un score assez proche du Schatz-Vasque, sur des critères électrophysiologiques, qui est la charge en extrasystole auriculaire, des critères morphologiques comme le diamètre de l'oreillette gauche, et donc, dans ces sous-groupes de population, et je vous dis c'était plus de 7200 patients, eh bien, on détecte plus facilement plus de fibrillation atriale avec un score AVOC, une charge en SA et un diamètre de l'oreillette gauche élevé, mais pour autant, le rivaroxaban n'est pas plus bénéfique, sauf dans le sous-groupe diamètre de l'oreillette gauche, avec un cutoff à 46 mm. Et donc, pour les patients qui ont un ESUS, une dilatation de l'oreillette gauche significative, eh bien, eux tirent bénéfice d'un traitement par rivaroxaban par rapport à l'aspirine. Dans l'étude RESPECT, il y a deux facteurs qui sortent. Voilà le premier, qui est l'âge. Donc les patients avec un infarctus cérébral d'allure embolique sans FA identifié de plus de 75 ans tirent bénéfice du traitement par dabigatran versus aspirine. Et l'autre facteur qui sort dans une autre étude, c'est la NT-proBNP, qui est elle aussi indicatrice ou indicative du bénéfice d'un traitement anticoagulant par rapport à l'aspirine dans cette population très particulière. Et toujours dans ces analyses de sous-groupes, ESUS, ils ont... Dans ESUS, enfin, c'est le cas du patient que je vous ai montré tout à l'heure, il y a des tendances, il y a des ambiances. Il y a des ambiances qui peuvent être plutôt cardio-emboliques, plutôt athéromateuses, plutôt... Et donc là, ils ont regardé, selon les facteurs de risque associés, s'il y avait un bénéfice du traitement de rivaroxaban, notamment en se fixant sur la cardiopathie atriale avec un certain nombre de marqueurs. Eh bien non. Là encore, quand on regarde un sous-groupe de patients avec des marqueurs de cardiopathie atriale, eh bien, ils ne tirent pas bénéfice du traitement de rivaroxaban par rapport à l'aspirine. Ça, c'était les sous-groupes. Après, il y a une autre étude, ESUS, plus donc, des patients qui avaient un ESUS, mais qui étaient à haut risque de fibrillation atriale, donc au moins un facteur de risque clairement identifié de fibrillation atriale. Donc, une dilatation de l'oreillette gauche, un contraste spontané dans l'auricule, des flux lents, des épisodes de tachycardie, un score de Schatz-Vasque supérieur ou égal à 4, et ils avaient essayé de rendre plus sensible le critère de jugement, que ce ne soit pas simplement un critère clinique, mais un critère IRM, avec une IRM systématique réalisée à 1 an, 500 patients, et donc les résultats sont connus, et sont là encore extrêmement décevants, puisque l'étude a été interrompue avant terme pour futilité. Alors, je ne sais pas pourquoi, l'étude n'est pas encore publiée, elle avait été présentée l'année dernière au Congrès européen du stroke, mais voilà, c'est-à-dire que même en sélectionnant, et les patients étaient traités par apixaban, à bonne dose, 5 mg 2 fois par jour, même en sélectionnant une population à très haut risque de fibrillation atriale, on n'a pas de bénéfice. Par contre, dans cette population-là, eux étaient monitorés, eux avaient un monitoring implantable, on détectait de la FA. 25% de cette population-là, suivie pendant l'année, développait une fibrillation atriale. Et pour autant, il n'y a pas de bénéfice. Alors quoi? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut maintenant essayer avec des patients qui ont clairement identifié une cardiopathie atriale? Est-ce qu'il faut attendre d'enregistrer de la fibrillation atriale avant de débuter le traitement anticoagulant? Alors, les patients ESUS avec des marqueurs de cardiopathie atriale francs, il y a une étude, mais elle est en cours, celle-ci, qui est l'étude Arcadia. Et puis donc, vous voyez, finalement, on sélectionne de plus en plus dans cette population assez large d'ESUS des sous-groupes de patients pour voir si on ne peut pas quand même tirer un bénéfice et pas simplement attendre d'enregistrer de la fibrillation atriale, même si on a aujourd'hui des outils très performants pour cela. Voilà, et il y a d'autres études en cours. Alors, au total, infarctus cérébraux d'allure embolique, aujourd'hui, les preuves manquent pour anticoaguler d'emblée. Pour en revenir à notre patiente, qui est un peu le fil rouge de cette présentation, on a clairement une ambiance de fibrillation atriale qu'on n'a pas enregistrée. L'ambiance de fibrillation atriale, c'est quoi? C'est l'âge de la patiente. Elle récidive sous antiagrégant, elle a 2 territoires, au moins 2 territoires. C'est que de l'atteinte corticale. Elle a une oreillette gauche pas dilatée, mais dans la norme haute. Elle a un Schatz-Vasque élevé, mais pas de FA. On l'a enregistré 5 jours, 3 jours, pas de FA.
Donc là, parce que ces patients-là, on les a, hein, clairement. Donc là, il y a plusieurs stratégies. Soit on est raisonnable, soit on est plutôt agressif, soit on reste diplomatique. Alors, la stratégie raisonnable, c'est de rester basé sur les évidences et de ne pas nuire à notre patient. Donc, être evidence-based, c'est l'indication des anticoagulants, c'est la fibrillation atriale non valvulaire. Bon voilà, la suspicion de FA n'est pas une indication d'anticoagulation. On a maintenant 3 études avec des gros effectifs qui disent que les infarctus cardio d'allure embolique, les infarctus cérébraux d'allure embolique ne tirent pas bénéfice du traitement anticoagulant. Et puis, pas nuire à notre patient, il y a un registre belge, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je trouve ça très intéressant, qui rappelle qu'en vraie vie, finalement, les saignements majeurs sous anticoagulants, et sous AOD principalement, restent quand même de 3 à 5%, par an, ce qui est quand même pas négligeable, pas anodin. Les recommandations européennes et américaines des sociétés savantes, des sociétés de stroke, disent la même chose, ESUS, pas d'anticoagulation. Alors en pratique, stratégie raisonnable, c'est quoi? C'est qu'on va intensifier, on va quand même faire quelque chose, hein, on va intensifier le traitement de prévention secondaire, donc on va switcher l'aspirine pour du clopidogrel, bon je ne peux pas dire grand chose, mais en tout cas on essaye de faire quelque chose, on switch l'aspirine pour le clopidogrel, on rajoute une statine, là c'est bien, on rajoute un IEC, et puis on confie notre patiente à une infirmière d'éducation thérapeutique, voilà, pour revoir les mesures hygiéno-diététiques, etc. On va sûrement se poser la question de savoir si on a bien tout compris et donc compléter le bilan. C'est évident que chez cette patiente, il faut traquer la FA, donc on va appeler nos collègues cardiologues ou rythmologues pour savoir si ce n'est pas une bonne indication d'implantation, discuter d'une échographie transœsophagienne, rechercher une néoplasie profonde, qui est aussi un facteur de thrombophilie, et puis ces patients-là, il faut clairement les inclure dans des registres, enfin pas dans des registres, dans des études ESUS++, et en particulier ceux avec des marqueurs de cardiopathie atriale. La stratégie agressive, c'est de dire non mais là, il y a assez d'arguments pour considérer l'origine cardio-embolique, soit une FA occulte, soit une cardiopathie atriale, qui pourrait bénéficier d'un traitement anticoagulant. Regardez l'âge, regardez la récidive antiagrégants, 2 territoires, ils sont corticaux, regardez la taille de l'oreillette gauche, l'hyperextabilité auriculaire, le chat vasque. Le risque hémorragique des AOD est comparable à celui de l'aspirine. Vous voyez, ce qui est bien avec la littérature, c'est qu'on peut trouver ce qu'on veut pour dire ce qu'on veut. Et je peux le justifier. Enfin, dans l'étude Averroès, qui est, je crois, la seule étude qui a comparé les antiagrégants avec des anticoagulants, c'était l'apixaban, dans la fibrillation atriale, eh bien, c'est super intéressant, y compris dans le sous-groupe AVC, le risque de complications hémorragiques est comparable dans les 2 groupes. Aspirine, apixaban, c'est comparable. Donc, vous voyez, autant je vous ai dit que les... Bon. Et du coup, on se dit, voilà, c'est bon, on la met sous AOD, et puis on voit. Et puis, bien évidemment, la stratégie diplomatique, c'est de se dire, il y a de forts arguments pour suggérer l'origine cardio-embolique ou une EFA paroxystique, hein, pour les mêmes arguments que je viens de citer, et de dire, on va en discuter, on va faire une RCP entre neurologues et cardiologues pour prendre une décision collégiale. Et puis, au terme de cette... Bon, quand je dis RCP, c'est pas la réunion une fois par mois, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je prends mon téléphone et puis j'appelle le cardiologue traitant ou le cardiologue disponible dans le secteur de soins intensifs à l'USIC, et puis j'explique le truc et on dit qu'est-ce qu'on fait. Et donc, la personne, on la met ou pas sous AOD, et les réponses sont variables selon les cardiologues que j'appelle d'ailleurs. Donc, on met le patient sous AED. Quand on se pose ces questions-là, aujourd'hui, on implante un monitoring. Et puis, si on enregistre de la FA, c'est bon, c'est qu'on avait bien anticipé. On pourra continuer à l'interroger, mais ça ne nous apportera pas grand-chose. C'est notre thématique. Et s'il n'y a pas de FA, la question, c'est aujourd'hui, selon les cas, on arrête entre 6 et 12 mois. On continue l'enregistrement, mais on arrête le traitement anticoagulant. Et on repasse à un traitement anti-agrégant, je ne sais pas si on a tort ou raison, mais c'est des décisions collégiales, en se disant, si on n'a rien enregistré après 12 mois, c'est que la probabilité qu'il y ait une EFA sous-jacente est quand même très faible. On s'est dit, plus le temps va passer, plus elle va être âgée, plus on a quand même un risque de fibrillation atriale. Et puis, il y a plein de questions qu'on ne va pas aborder là, mais c'est que pour autant, enregistrer de la fibrillation atriale chez ces patients-là n'est pas forcément prédicteur du risque d'AVC. Et si elle a été surtout athéromateuse et qu'on mettait un monitoring implantable, on a un taux d'enregistrement chez ces patients-là à risque vasculaire de FA, voilà, alors qu'on pense que l'origine cardiaque, on pense que l'origine de l'infarctus est athéromateux. Donc il y a plein de questions associées qui sont super intéressantes, mais qui complexifient l'interprétation de toutes ces données. Donc, la conclusion... C'est bon, je suis dans les délais? Bon. Non, j'ai dépassé?
Alors, la conclusion, vite, c'est que les infarctus cérébraux d'allure embolique sans source identifiée ne bénéficient pas de l'anticoagulation. Les marqueurs du risque cardio-embolique sont des critères neurologiques, cardiologiques, je ne vais pas les reprendre, je n'ai pas parlé du tout des critères cardiologiques. Et aujourd'hui, dans l'attente d'études, en fait, la décision se prend en cas par cas. C'est difficile de dire qu'on va tous les anticoaguler, qu'on va tous les laisser sous antiagrégants. Je crois qu'il faut vraiment, puisqu'il y a des critères neurologiques et cardiologiques d'interprétation de l'accident cérébral, c'est bien qu'il y ait une discussion entre cardiologues et neurologues. Merci.